Ah, comment ça va? Alors la première vidéo de ce format que j'avais faite sur Sean Connery vous avait bien plu, je vous mets la bannière juste ici si vous ne l'avez pas vu. Sean Connery c'était beaucoup plus orienté cinéma, même si j'ai pu faire des rapprochements avec l'automobile en parlant des différentes voitures qu'il avait conduit lors de certains films. Donc j'ai décidé de faire une vidéo d'un format similaire. Comme je suis passionné d'automobile mais aussi d'histoire, je me suis dit qu'est-ce que je peux proposer à la communauté. J'ai donc décidé de faire un mix des deux en vous proposant des vidéos sur l'histoire de l'automobile, en parlant d'une voiture en particulier que je vous laisse choisir. Au final, je me rends compte que ce type de vidéo ne me plaît pas. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler de quelqu'un qui a un lien avec l'automobile ou pas, comme je l'ai fait avec Sean Connery, plutôt que de parler d'une seule voiture. Je ne le répéterai jamais assez, mais abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes 83% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, c'est beaucoup trop. Maintenant, vous comprenez pourquoi je le répète systématiquement dans chaque vidéo. Ce soir, je vous propose de parler d'une personne étroitement liée à l'automobile, une légende, une personne qui fera encore parler d'elle dans 500 ans. Ce soir, hommage à Ferruccio Lamborghini. Je vous propose de diviser cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, on va parler des grandes étapes de sa vie. Dans un second temps, on parlera de qu'est-ce qui l'a poussé à fonder Lamborghini. Enfin, dans un troisième temps, on parlera des modèles de son vivant. Il est né le 28 avril 1916 à Cento dans la région de l'Émilie-Romagne. Le destin lui a réservé le signe zodiacal du taureau. Il est issu d'une famille relativement aisée, ses parents sont agriculteurs. Ils auraient vivement souhaité qu'il sache entretenir un champ, mais ils seront déçus car ils vont très vite se rendre compte que Ferruccio n'est pas intéressé par l'agriculture puisqu'il préfère assurer l'entretien des tracteurs de la famille plutôt que retourner la terre et planter des graines. Après maintes réflexions, même si ses parents trouvent dommage qu'il ne travaille pas avec eux, car à l'époque il était dangereux de s'éloigner du métier de la famille, ils prennent du recul et vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de lui pour gagner de l'argent, ils le laissent donc dans son coin faire de la mécanique. Afin d'approfondir cette passion, il se lance dans des études techniques à l'école Fratelli Tadia, située à quelques centaines de mètres de chez lui. Dans cette école, il va apprendre 2 choses importantes. Il va apprendre à travailler le métal, comment passer d'une vulgaire planche d'acier à une carrosserie et à souder. Ferruccio s'ennuie un peu dans cette école, il décide donc en parallèle de celle-ci d'ouvrir son propre magasin de mécanique en s'associant à un ami de longue date, Marino Filippi. En 1939, tout va pour le mieux, il est diplômé, continue de travailler dans son atelier et reste proche de ses parents malgré sa passion pour la mécanique et non pas pour l'agriculture. Tout bascule du jour au lendemain car le 10 juin 1940, l'Italie fasciste de Mussolini déclare officiellement la guerre à la France et la Grande-Bretagne. N'oublions pas que quelques mois plus tôt, le parti fasciste a prêté militairement allégeance au Troisième Reich par le pacte d'acier signé le 22 mai 1939 à Berlin en présence du ministre des Affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop, de son homologue italien Galeazzo Ciano et d'Hitler lui-même. L'Italie se mobilise essentiellement en Afrique du Nord afin de reprendre les colonies annexées par la France et la Grande-Bretagne et envoie 30 000 soldats de l'armée de terre, 3 000 soldats de l'armée de l'air et 2100 soldats de la marine sur l'île de Rhodes. Une île mythique avec un M majuscule puisque c'est sur cette île que fut construit en 262 avant Jésus-Christ le colosse de Rhodes, une gigantesque statue de bronze qui fait partie des 7 merveilles du monde. Elle demeura sur place pendant près de 66 ans et s'effondra brutalement suite à un tremblement de terre. Ferruccio est quant à lui réquisitionné par la garnison de l'armée de l'air envoyée sur cette même île. Pour rappel, une garnison est une unité militaire implantée à titre permanent dans une caserne. Cette garnison peut être affectée dans le pays ou bien à l'étranger. Il se retrouve donc sans rien, plus de diplôme, plus d'atelier, plus de parents. Ceci ne l'empêche pas de persévérer. Ferruccio n'était pas combattant pendant la guerre, mais mécanicien pour tout type d'engins, essentiellement des avions, des tanks et bien évidemment des voitures. Le 3 septembre 1943, l'armistice de Cassibile signe officiellement. Cet armistice a été signé secrètement par l'Italie royale. Mussolini n'était à ce moment-là absolument pas au courant de la signature. Le réel but de cet armistice était d'empêcher Mussolini de se servir des armées afin que les alliés que sont la France et la Grande-Bretagne puissent se rapprocher de Berlin. Car le chef des armées italiennes, le général Badoglio, était aux côtés du roi d'Italie Victor Emmanuel III pendant toute la guerre. L'Italie royale était opposée au régime fasciste, ce qui explique les sourires sur la photo. La capitulation de l'Italie, le Troisième Reich ne perd pas de temps en lançant l'opération HSE afin de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire non encore occupé par les Anglo-Américains, à savoir l'Italie entière ainsi que l'île de Rhodes. Les Allemands décident d'expulser toute trace de population présente sur l'île afin qu'elle leur appartienne complètement. Expulser est un bien grand mot puisque les Italiens sont en réalité faits prisonniers et envoyés en Grèce par bateau. Pourquoi la Grèce? Je vous rappelle qu'à cette époque, la Grèce est sous triple occupation allemande, bulgare et italienne. L'Italie est quant à elle divisée en deux, le nord où Italie fasciste dirigée par Mussolini et le
sud ou Italie royale, dirigée par Victor Emmanuel III, roi d'Italie toujours fidèle à son pays pendant plus de 45 ans. Suite à l'entrée en guerre proclamée par Mussolini, la famille royale s'est réfugiée au sud car elle voulait éviter la guerre et encore moins se battre aux côtés des nazis. La distance est donc trop grande à parcourir pour rallier l'Italie fasciste, 3000 km pour la côte adriatique et 4000 km pour la côte méditerranéenne. C'est pour ça que les Italiens sont envoyés en Grèce et pas en Italie. Deux issues s'ouvrent alors. Une partie de la population est faite prisonnière et envoyée par bateau en Grèce, sachant que très peu reverront la terre ferme. En effet, le 19 septembre 1943, un navire contenant 1800 prisonniers est intercepté et coulé par le HMS Eclipse, un navire de la marine royale britannique. Ce naufrage n'en est qu'un seul parmi de nombreux. Ferruccio ne tremble pas et décide de rester travailler aux côtés des Allemands, toujours dans la mécanique et l'entretien des machines. Les nazis l'autorisent même à ouvrir son propre atelier. En 1945, après maintes batailles, la Triple Entente se rapproche de plus en plus de Berlin et parvient à reprendre les territoires annexés par les nazis, dont l'île de Rhodes. Les Allemands sont tués et les Italiens sont faits prisonniers. Cependant, certains prisonniers pourraient présenter des aptitudes intéressantes. Ferruccio n'hésite pas à montrer une seule seconde de ce qu'il a dans le ventre à propos de la mécanique. Il sera tout de même prisonnier des Alliés pendant un an. En 1946, il est enfin libéré et autorisé à rentrer au pays. Il organise sans tarder un voyage de noces avec sa femme et c'est là qu'il se rend compte que des centaines de véhicules militaires sont laissés à l'abandon au bord de la route. Son père lui demande alors « Ho bisogno di un nuovo trattore » « J'ai besoin d'un nouveau tracteur ». Il était évident que son père avait besoin d'un nouveau tracteur, mais d'un tracteur avec le meilleur équipement possible. Ferruccio décide donc d'ouvrir un garage chez lui, à Cento. Il rachète des pièces détachées de ses véhicules militaires pour en faire des tracteurs. La demande de tracteurs explose car l'Italie a besoin de se reconstruire après la guerre. 2 ans plus tard, en 1948, à partir de ces pièces rouillées à l'abandon, il va en faire une véritable société qu'il nomme Lamborghini Trattori, littéralement tracteur Lamborghini. En 1955, sa société tourne à plein régime à raison de 1000 tracteurs par an. Il commence à obtenir de la notoriété à tel point qu'il devient le 3e producteur de tracteurs en Italie, derrière Fiat et Massey Ferguson. En 1958, 10 ans après la création de sa société, la récompense tombe. Il reçoit le titre de Commendatore Ordine al Merito della Repubblica, commandeur de l'ordre du mérite de la République italienne, la 4e plus haute distinction civile décernée par le président Giovanni Bronchi lui-même. Au-delà de cette récompense, il est maintenant riche et commence à se procurer quelques voitures. On notera notamment la Mercedes 300 SL, ancêtre de la Mercedes SLS AMG, la Jaguar Type E, la Maserati 3500 GT, les Alfa Romeo Giulia et Giulietta, et la dernière, celle qui sera le tournant définitif de sa carrière, celle qui l'amènera dans les sommets, qui changera sa vie à jamais, la Ferrari 250 GT. À présent, parlons de ce qui l'a poussé à fonder Lamborghini. Concernant la 250 GT, il en avait acheté plusieurs et il trouvait que la voiture était très belle extérieurement mais peu confortable alors que c'est une GT, sachant que les GT sont censées être les voitures les plus confortables du marché. Mais le réel problème ne concerne ni la beauté ni le confort mais bel et bien la mécanique. Ferruccio trouve que les embrayages de ces 250 GT sont particulièrement défectueux. Il demande à son mécanicien de démonter l'embrayage et se rend compte que c'est le même que celui qu'il utilise pour ses tracteurs. Or, cette pièce de métal qu'il a payé 10 € pour ses tracteurs lui a coûté 1000 € chez Ferrari. Il décide alors de prendre l'une de ces 250 GT pour aller à Maranello et se plaindre directement auprès du patron Enzo Ferrari. Il lui conseille d'améliorer ses voitures en termes de motricité, de tenue de route et d'habitacle. Mais Enzo Ferrari n'est pas du tout du même avis et lui répond « Sai guidare un trattore ma non sai guidare una Ferrari ». Tu sais conduire un tracteur mais tu ne sais pas conduire une Ferrari. Enzo Ferrari, grande gueule qu'il était, ne se rend pas compte sur le moment des mots qu'il vient de prononcer. Pour lui, c'est une phrase comme une autre. Mais pour Ferruccio, ça ne l'est pas. Enzo Ferrari a amorcé à ce moment précis, sans le savoir, ce qui deviendra la rivalité la plus intense de l'histoire de l'automobile. Extrêmement remonté après ses propos, Ferruccio décide lui-même de concevoir sa propre voiture. Et le 1er juillet 1963, retenez cette date, au 12 Via Modena, à Sant'Agata Bolognese, à 30 km de Cento, il fonde la marque la plus incroyable de tous les temps, Lamborghini Automobili. Il ne met pas la charrue avant les bœufs et juste avant de fonder l'entreprise, il recrute un personnage extrêmement influent dans le monde automobile de l'époque, Giotto Bizzarini, créateur de la
Ferrari 250 GT. Toujours la même année, il recrutera Gianpaolo Dallara qu'il nommera ingénieur-chef de Lamborghini. Dallara recrutera lui-même Paolo Stanzani, un mécanicien aux qualités exceptionnelles. Pour faire simple, vous avez Ferruccio qui est le chef d'orchestre, vous avez Dallara, ingénieur dédié au châssis, vous avez Bizzarini, ingénieur dédié au moteur, vous avez Stanzani, mécanicien chargé d'assembler les pièces, vous avez Bob Wallace, pilote d'essai, poste qu'il a occupé pendant 12 ans avant d'être remplacé en 75 par Valentino Balboni que vous connaissez sûrement, mais il en manque un, il faut quelqu'un pour concevoir les carrosseries. Ferruccio fait alors appel à Franco Scaglione. Malgré ces grands noms à ses côtés, Ferruccio est pourtant très loin des sommets. Il faudra attendre 9 ans. Au bout de 9 ans de durs travaux et de remise en question, cette équipe parvient à concevoir un V12 3,5 litres de 280 chevaux. Le premier modèle de l'histoire de la marque est présenté au Salon de Genève en mars 1964 avec la 350 GT. Désormais, je vous propose de parler des modèles de son vivant. La 350 GT va donner suite à deux déclinaisons, la 350 GT S qui est la version cabriolet produite à 2 exemplaires, ainsi que la 350 GT Z avec une carrosserie Zagato produite aussi à 2 exemplaires. Au total, 124 exemplaires de la 350 GT ont été produits, déclinaison incluse. Cependant, 124 voitures ne suffisent pas à s'imposer sur la grande scène, il faut faire mieux. La 350 GT c'était juste une mise en bouche afin de montrer que Lamborghini est capable de rivaliser avec son voisin Ferrari. De plus, Ferrari était déjà présent sur le marché depuis 17 ans et avait construit 19 modèles entre 1947 et 1964, alors que la 350 GT était pour le moment le seul et unique modèle de Lamborghini. S'il veut se faire une place, Ferruccio n'a pas le temps d'attendre 17 ans supplémentaires afin d'être connu aux yeux du grand public. Il fallait construire le plus rapidement possible une voiture qui allait considérablement accroître la notoriété de l'entreprise. Ferruccio tape très fort et en 1966, seulement 2 ans après la sortie de la 350 GT, une voiture qui fera passer Lamborghini de l'ombre à la lumière, la plus belle voiture du XXe siècle, la Lamborghini Miura. Au-delà de son design, avec des lignes de carrosserie assez éloignées des standards habituels, la Miura se détache des autres par son moteur, première voiture de l'histoire avec un moteur en position centrale arrière, ses performances V12 3,9 litres de 350 chevaux, 280 km/h de vitesse de pointe, ce qui fait d'elle la voiture la plus rapide du monde de l'époque. Cette fois-ci, la voiture n'a pas été conçue par Franco Scaglione, mais par Marcello Gandini. Ayons du respect pour ces hommes de l'ombre, ne les oublions pas. On croit souvent que ce sont les marques qui sont chargées de concevoir les modèles. Non, ce n'est pas toujours le cas. Certains modèles, notamment les modèles les plus exclusifs, sont au départ imaginés et dessinés sur papier par des personnes qui sont totalement inconnues du grand public. La marque se charge simplement de reproduire le modèle à l'échelle réelle. La Enzo n'a pas été dessinée par Ferrari mais par le styliste japonais Ken Okuyama. Les Murcielago et Gallardo n'ont pas été imaginés par Lamborghini mais par l'artiste belge Luc Donkerbolk. La DB9 n'a pas été imaginée par Aston Martin mais par le designer danois Henrik Fischer. Les Veyron et Chiron ont été imaginés par Aki Manchette et pas par Bugatti, etc., etc. Revenons à la Miura, elle possède un capot qui s'ouvre de l'arrière vers l'avant, j'aime beaucoup ce style. Elle est considérée comme la première supercar de l'histoire. Après son arrivée en 1966, elle donnera suite à pas moins de 5 déclinaisons. La Miura S montée à 370 chevaux, 140 exemplaires. La Miura SV 385 chevaux, 150 exemplaires. La Miura SVJ, alors je ne sais plus combien d'exemplaires avaient été produits, mais je sais qu'un seul exemplaire cabriolet a été conçu sous le nom d'SVJ Spider. La Miura Jota, dont un seul exemplaire avait été construit et fut détruit lors d'un accident en avril 71 et ne fut jamais reconstruit, ainsi que la Miura classique en version cabriolet appelée Miura Spider unique au monde. Les appellations S, SV et SVJ seront ensuite reprises sur les Aventador, mais l'origine des appellations provient bel et bien de la Miura, vous ne le saviez peut-être pas. Anecdote du soir, la première Miura livrée en France était blanche. La livraison a été faite le 1er juin 1967 à son propriétaire Johnny
Hallyday, la roue va très vite tourner au sens propre comme au sens figuré du terme, car il la détruisit seulement un mois plus tard, en 7 ans, soi-disant, je ne sais pas si c'est vrai car ça semble énorme, crashé à 180 km/h. Ils étaient deux dans la voiture ce jour-là, Johnny ainsi qu'un ami à lui en passager. Les deux s'en sortent indemnes. Cet accident qui avait été ultra médiatisé à l'époque car il aurait pu faire basculer la carrière d'Hallyday, heureusement ça n'a pas été le cas. Au même moment que la sortie de la Miura, il y a eu la 400 GT, une voiture qui a moins fait parler d'elle bien évidemment. Grâce à l'argent qu'il a gagné avec la Miura, cela lui permet véritablement de se lancer dans les gros projets. Quand je parle de gros projets, je parle de voitures qui sont produites à plus d'1 millier d'exemplaires, puisque pour le moment, même si les modèles sont exclusifs, ils ne sont produits qu'à 150 exemplaires maximum, ce qui est très peu. En 1968, Ferruccio vient donc mettre la barre un peu plus haute, pas en termes de qualité mais de quantité cette fois-ci, avec la Lamborghini Espada produite à 1227 exemplaires. Toujours le même moteur V12 3,9 litres 325 chevaux. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle possède deux trappes à essence, une à droite, une à gauche. Alors non, il n'y avait pas deux réservoirs d'essence, il n'y avait qu'un seul réservoir avec deux ouvertures. Les clients avaient la possibilité de faire le plein en utilisant une seule trappe. Ferruccio a voulu apporter une touche d'originalité, c'est intéressant. Il repart ensuite sur des exclusivités avec les Lamborghini Jarama et Huraco, sachant que l'Huraco est la première Lamborghini de l'histoire avec un V8. Tout se passe une nouvelle fois pour le mieux, mais tout va encore basculer à tel point que Lamborghini va y perdre son âme. Ceci en raison du plus grand événement de la décennie des années 70, le choc pétrolier de 1973 qui vient brutalement mettre fin à la période des 30 glorieuses en deux étapes. Première étape, en 1971, le président américain Richard Nixon annule les accords de Bretton Woods qui marquent l'arrêt de la convertibilité du dollar en or. Le dollar est dévalué de 8%. Le cours du pétrole étant libellé en dollars, ceci entraîne une forte diminution des revenus des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, réagit et décide d'indexer le baril au cours de l'or. Ceci provoque une forte augmentation du prix du baril. Deuxième étape, la guerre du Kippour éclate le 6 octobre 1973. L'Égypte et la Syrie mènent une coalition contre Israël afin de reprendre les territoires perdus lors de la guerre de 6 jours survenue en 1967. Les Américains viennent alors défendre Israël en repoussant la coalition. Le 17 octobre 1973, en réaction à cette intrusion américaine, les pays membres de l'OPEP se réunissent au Koweït et mettent en place un embargo contre les pays occidentaux alors en plein développement qui soutiennent Israël. L'OPEP décide alors d'augmenter ses prix de 70% tout en réduisant la production de 25% par mois afin de raréfier l'offre. Entre octobre et décembre 1973, le prix du baril est multiplié par 4, passant de 3 à 12 dollars. Il atteint même un pic à 18 dollars. Un prix ridicule aujourd'hui mais important à l'époque. Ainsi, si Ferruccio ne veut pas que son entreprise coule en raison des besoins de pétrole naturellement considérables, petite parenthèse, pourquoi les besoins de Lamborghini sont considérables en pétrole? Tout simplement parce que les machines qui servent à fabriquer les voitures fonctionnent au pétrole. Ça n'a rien à voir avec le fait de devoir mettre de l'essence dans la voiture. Non, rien à voir. C'est parce que les machines qui servent à fabriquer les voitures fonctionnent au pétrole. Il va donc coup sur coup délester 100% de Lamborghini à deux riches hommes d'affaires suisses. En 1973, il cède 51% de Lamborghini à Georges-Henri Rossetti. L'année suivante, en 1974, il cède les 49% restants à René Limer. Malgré toutes ces péripéties, Ferruccio et son équipe n'ont pas baissé les bras puisqu'ils ont déjà planché depuis sur un tout nouveau projet qui va encore accroître un peu plus la notoriété de Lamborghini. Néanmoins, comme l'entreprise ne lui appartient plus, il est nécessaire d'obtenir l'accord des propriétaires afin que le projet puisse être créé et commercialisé. Conscient des capacités de création et d'innovation hors du commun de Ferruccio et son équipe, Rossetti et Limer donnent naturellement leurs accords respectifs à la réalisation du projet. C'est ainsi qu'en 1974 sort la première voiture de l'histoire avec des portes papillons, la Lamborghini Countach.
Elle a été imaginée par Marcello Gandini. L'objectif était de construire la voiture la plus extravagante possible. C'est pour ça qu'elle a des formes un peu étranges, tellement étranges qu'on pourrait croire que c'est une voiture qui a été construite sur un coup de tête qui culmine tout de même à 300 km/h, ce qui est hallucinant pour l'époque. Au-delà de ça, la Countach marquera le début des appellations LP, littéralement longitudinale posteriore, en raison de son moteur en position centrale arrière. Cette appellation sera bien évidemment reprise sur les modèles d'aujourd'hui, avec la Gallardo que vous connaissez, LP524, Huracan LP610-4, Aventador LP704, etc., etc. Concernant le nom des modèles de ces voitures, Ferruccio s'était inspiré de taureaux espagnols, pas italiens mais espagnols, donc Miura, Espada, etc., etc. Tous ces noms-là, ce sont des noms qui proviennent de taureaux ibériques. Cette fois-ci, le nom Countach n'a rien à voir avec les taureaux, il provient d'une expression de la région du Piémont qui signifie en français fabuleux. Passé 1974, on n'entendra presque plus parler de lui étant donné que Lamborghini ne lui appartient plus. Une longue descente aux enfers va commencer puisque l'entreprise sera sous contrôle fiscal pendant 4 ans à partir de 1978 jusqu'en 1982. Le dernier modèle de son vivant sera la Lamborghini Diablo qui vient succéder à la Countach en 1990 après 16 ans de règne. Ferruccio nous quitte le 20 février 93 à l'âge de 76 ans suite à un arrêt cardiaque. Son cortège est assuré par l'un des tracteurs qu'il avait fabriqué. Au moment de sa mort, il n'était pas spécialement riche. Les historiens estiment sa fortune entre 500 000 et 1 million d'euros. Une chose est sûre, et il a marqué à jamais l'histoire en partant de rien. En 1998, Lamborghini a été racheté par Volkswagen afin de pouvoir tenir le cap financièrement. La valeur propre de Lamborghini est aujourd'hui estimée à 11 milliards d'euros. Ce qui veut dire que si vous voulez racheter la part que possède Volkswagen afin de vous approprier Lamborghini, sachant que Volkswagen possède également Audi, Bugatti ainsi que d'autres entreprises, eh bien vous devrez débourser 11 milliards d'euros. Bon, si on fait un petit résumé de tout ça, on peut dire qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses lors de sa carrière. Mais je pense que ce qui est important de ne pas confondre, ce sont les modèles qu'il a imaginés lui et ceux des autres. C'est lui qui a imaginé la 350 GT, mais ce n'est pas lui qui a imaginé la Diablo. Vous voyez la nuance? Dans tout ça, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est ce que lui a dit Enzo Ferrari. Tu ne sais pas conduire une Ferrari. Dans le monde d'aujourd'hui, absolument rien n'a changé, puisqu'on a toujours des gens autour de nous qui nous disent tu n'es pas capable de faire ci, tu n'es pas capable de faire ça. Mais le pire, ce sont les gens qui disent tu ne seras jamais capable de faire ça en employant le futur plutôt que le présent. Et c'est ça qui donne une source de motivation afin de leur prouver le contraire. Ferruccio avouera lui-même lors d'une interview en 91 que si Enzo Ferrari ne lui avait pas fait une réflexion de la sorte, il n'aurait probablement jamais songé à créer Lamborghini. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai besoin de ça. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, à très bientôt la famille. Ciao, ciao.